Si tu n'es pas capable de passer le premier rempart d'une société, t'es pas fait pour être technico-commercial. T'es venu en RER? Je fais oui. Tu vas repartir. Tu peux repartir. J'ai une société qui est humainement vraiment canon. Ce livre-là, il est incroyable avec une seule phrase. C'est le flux de connaissances est proportionnel à l'attention multipliée par le temps. On aime bien parce que c'est une prise d'initiative, une prise de risque. Bonjour et bienvenue sur Une voix dans l'industrie, un rendez-vous incontournable sur l'innovation de nos industries. Je suis Franck Roguier et dans ce podcast, nous explorons les nouvelles tendances, les défis et les opportunités qui façonnent notre industrie. Chez Igus, nous croyons une approche différente. Plus de performance, moins de maintenance et plus de mouvements sans lubrification. À chaque épisode, nous rencontrerons des leaders, des experts qui partageront leur vision, leur expérience. Que vous soyez ingénieur ou tout simplement passionné par l'industrie, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à découvrir une nouvelle façon à penser industrie. C'est parti. Bienvenue sur Une voix de l'industrie, le rendez-vous incontournable de l'innovation industrielle. Aujourd'hui, Franck, on est sur notre deuxième podcast. Ouais. Et ce podcast-là, il va être orienté sur ton parcours. Donc aujourd'hui, comment tu as découvert Igus? Comment tu es arrivé chez Igus? Un choix délibéré, une opportunité? Explique-nous comment ça s'est passé. Un peu le tout. J'ai commencé chez Igus en tant que stagiaire. Je devais chercher une société. Donc, j'ai intégré un BTS technico-commercial en région parisienne. Ouais. Je venais de ma petite région centre, Châteauroux. C'est vrai, ouais. Ouais, Châteauroux. Et quand j'ai intégré le BTS technico-commercial, on avait dans ce cursus-là pendant 2 ans une journée en entreprise et on devait chercher une entreprise pour faire notre stage. Et vu que je vivais chez ma copine à l'époque et j'avais pas beaucoup de moyens, il fallait que je trouve une société pas très loin. Donc ce que j'avais fait une petite recherche de toutes les sociétés. Bon, j'ai pas pris un compas, j'aurais pu, mais toutes les sociétés pas très loin. J'ai fait un petit peu une recherche et j'avais trouvé 5-6 sociétés et je m'étais orienté sur des sociétés internationales parce que je me suis dit si je fais mon BTS, moi j'avais peu de chances de continuer mes études après par rapport à mes moyens. Donc je me suis dit il faut que je trouve une société, on va dire, qui est à l'international, qui pourra me permettre, on va dire, de continuer d'évoluer. Un rayonnement. Ouais. Je voulais pas une grosse structure parce que pareil, je voulais commencer petit et grandir petit à petit. Et finalement, j'avais trouvé 2-3 sociétés et Igus était la première société avec laquelle j'ai appelé mon premier appel. Et ce qui s'est passé, c'est que donc notre professeur de marketing nous laissait toujours à peu près 1 heure pour appeler les sociétés. Et quand j'avais appelé Igus, je me rappellerai tout le temps. Je ne vais pas donner le nom de notre sédentaire à l'époque, qui n'est plus là. Mais quand je m'étais présenté en tant que stagiaire BTS, désolé, monsieur, on ne prend pas de stagiaire. Boum. Et quand j'avais dit ça au professeur, le professeur, il m'avait mis le premier électrochoc de ma vie. Il m'a dit, donc, tu t'es fait raccrocher au nez par le standard? Je suis non, par une collaboratrice. Et il m'a dit, c'est bon, tu peux prendre ta trousse, tu peux ranger tes feutres, tu peux mettre tout ça dans ton cartable et tu peux partir. Et je comprenais pas, je me suis dit pourquoi? Si tu n'es pas capable de passer le premier rempart d'une société, t'es pas fait pour être technico-commercial. Il m'avait un petit peu piqué au vif. Il m'a piqué au vif. J'ai dit, laissez-moi encore 5 minutes. J'essaie de trouver une autre alternative. Donc, j'avais pris peut-être un petit quart d'heure parce que j'avais regardé vraiment le site internet Igus. J'avais trouvé le secteur automotive. Ouais. Et là, en fait, je me suis dit, il faut que je me fasse passer pour un client. Et je m'étais fait passer pour un client dans l'automobile avec une grosse quantité de bagues. Et j'avais dit, oui, bonjour, je suis la société Intel, j'ai un projet, mais j'aimerais parler avec la direction. Et cette technico-commerciale de l'époque, elle me disait, vous pouvez me donner le sujet, je suis là pour ça. Je suis non, on parle d'un gros projet, je veux parler avec la direction, c'est important et j'ai pas de temps à perdre. Donc, s'il vous plaît, passez la pression. J'ai mis une pression inversée, en fait. Et donc, toujours pas. Donc, elle était robuste et j'avais dit, OK, très bien, donnez-moi votre mail. Et donc là, en fait, elle, tout bêtement, elle me donne son mail et elle me donne est-ce que je vais avoir le cahier des charges ou quoi? Je suis non, vous n'allez pas avoir un cahier des charges, madame. Je vais prendre la structure de votre mail et je vais envoyer un message à votre direction en disant que vous acceptez pas un projet de plusieurs millions de bagues parce que vous voulez pas me passer la direction. Et là, tout de suite, c'était panique. Un peu en stress. Et elle me passe Virginie, Virginie à la base Chevineau à l'époque. Et donc, la directrice, et quand elle me prend au téléphone, elle s'attend à avoir un client au téléphone, enfin un prospect.
un gros projet. Et non. Et là, quand je lui dis Franck Roguier, stagiaire, j'ai plein de choses à vous apporter, je me suis fait passer pour un client parce que j'ai eu le rempart du blocage et je trouve ça bête pour une société telle que la vôtre. Enfin, j'ai fait tout un speech. Ça fait tout un laïus, ouais. Et elle a dit waouh, 5 minutes, j'en parle avec le patron. Elle en a parlé avec Thorsten et c'est comme ça que tu es arrivé. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Igus. Ouais. Ce qui est marquant, c'est quand même quand tu as cherché les sociétés, tu as quand même ciblé. Tu savais déjà que tu voulais l'international, mais pas trop grand. C'est ça. Parce que tu voulais évoluer. Donc ça, je trouve ça quand même... Ouais, tu savais déjà le chemin parce que tu qu'il y voulais. avait cette notion, tout le monde dit, quand tu es dans une grosse structure, tu n'es qu'un numéro, tout ça. Et j'aime pas être qu'un simple numéro. Et après, ouais, le coup de se faire passer par un client, ouais, ça c'est clair. Chez Igus, ça c'est quelque chose qu'on aime bien parce que c'est une prise d'initiative, une prise de risque. Tu as avancé. C'est le culot. C'est le culot. Et donc, après, tu as démarré chez Igus. Tes premières impressions quand tu es arrivé dans la société, c'était comment tu l'as ressenti et est-ce que tu as commencé à avoir de l'ambition à ce moment-là? Comment tu... Non, on va pas parler d'ambition tout de suite. En fait, à la base, tu es un étudiant, tu es jeune. Je viens de la province. J'étais jeune et fougueux, je sais pas si tu te rappelles, on s'est connus à ce moment-là. Et je crois même qu'on s'est rencontrés sur le salon. Parce que moi, si tu me parles d'anecdotes, ça va être ça, ce moment-là. C'est le salon... c'était dans l'alimentaire. Il avait un autre nom. Aujourd'hui, c'est Europac, mais maintenant, c'est un autre. Enfin, à l'époque, c'était un autre nom. Et c'est là où j'ai vu que j'étais dans une boîte allemande. Parce que moi, je vivais à l'époque dans le 94 au Kremlin-Bicêtre. Donc, j'y allais jusque dans le 93 en RER pour le premier salon. Et moi, on ne me donne pas, on va dire, les codes de Igus. Je viens d'arriver, donc je suis étudiant. On me dit juste, il faut venir en costume, chemise. Pas de problème. Donc, je suis venu en costume, chemise. Sauf que dans le RER, moi, j'avais mes baskets Nike, les Cortez blanches, grosse virgule noire, parce que je voulais être à l'aise, je voulais pas avoir mal aux pieds pour le salon. Chemin, pour le salon. Pour le salon, toute la journée. Ah ouais, c'était marqué. Donc, moi, j'arrive, mais j'avais mes baskets dans le sac à dos, mes chaussures dans le sac à dos. Donc, j'avais prévu quand même le coup. Et moi, avec mon humour, quand j'arrive sur le stand, je vois Thorsten qui me regarde de loin, donc notre directeur général à l'époque, il est toujours là. Il me regarde de loin, il regarde mes baskets, et puis tu as Sébastien, notre chef des ventes, à l'époque, il me dit t'as d'autres chaussures. Je fais non, pourquoi je suis dans basket, on est bien dedans. Une blague. Thorsten, il entend ça, il vient me voir, il me dit t'es venu en RER? Je fais oui. Tu vas repartir. Tu peux repartir. et moi, au début, je ne comprends pas parce que j'avais passé l'étape des baskets. Et je dis pourquoi? Il dit tes baskets. Je dis non, c'est bon, j'ai une paire de chaussures. Et pas du tout sourire ou quoi. C'est la rigueur. C'était la rigueur allemande. Et là, je me suis dit, ok, c'est carré. C'est carré. Et durant ce salon-là, là où je me suis dit quand même, Igus, ça peut être vraiment bien, c'était des produits techniques. On était une grosse structure. On avait l'un des plus gros stands. Et quand je posais la question, est-ce que vous connaissez les produits Igus ou cette nouveauté, 99% des personnes me disaient non. Donc en fait, tout de suite, il y avait un point d'accroche avec le prospect. Je pouvais discuter des produits, de pourquoi, du comment, des calculateurs de durée de vie qui à l'époque c'était quand même assez innovant. L'opportunité qu'il y avait avec les produits. Il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire. Donc ça, c'était mes débuts chez Igus. Intéressant. Je m'en souviens bien de certaines parties. Donc, tu as commencé chez Igus. C'était quoi ton poste et tes missions quand tu as démarré? Alors, quand j'ai démarré, donc c'est juste après mon stage. Donc, j'avais le choix de continuer mes études. Mais en discutant avec la direction, on m'avait dit, voilà, tu peux commencer tout de suite technico-commerce sédentaire. Et vu que j'avais peu de moyens à l'époque, je ne pouvais pas me permettre de faire des longues études, bac+3, bac+4, bac+5. J'ai enchaîné directement donc, avec le premier poste de technico-commercial sédentaire. Donc tout de suite après mon BTS, j'ai travaillé avec des... Alors aujourd'hui on a des chefs des ventes, mais avant je travaillais directement avec les commerciaux. Et donc non, ça s'est très bien passé, ça a duré pendant 4 ans. Donc gros travail en binôme. Il y avait vraiment une solidarité à l'époque parce qu'on était très peu nombreux. Pas beaucoup, hein. On n'était pas beaucoup, je crois que j'avais 4 technico-commerciales pour toute la France. Donc je travaillais sur tout ce qui était projet. Je travaillais en binôme avec les Allemands quand il y en avait besoin. Donc là, l'anglais, l'anglais, c'est comme moi. Grosse catastrophe, l'anglais.
T'es reparti en cours? Je suis reparti en cours largement après. En fait, je me suis vraiment pris des murs avec l'anglais. Donc finalement, je préparais d'abord mes mails, je préparais d'abord pratiquement 2-3 mots pour appeler, parce que des fois, Ouais, fallait appeler. Donc c'est là où je me suis rendu compte que quand les profs te disent ouais, l'anglais c'est important, surtout quand tu travailles dans une société internationale, c'était primordial. Et plus j'ai évolué chez Igus, et plus l'anglais était important. Mais non, c'était une belle époque parce qu'on construisait tout avec notre binôme. Beaucoup d'appels de prospection, très peu d'appels entrants. Ah oui, parce que comme tu Très, disais, très sur le peu salon, tu as d'appels vu, entrants. Très, on très n'était peu. pas connus. Ouais, Donc, il a fallu aller, faut les c'est ça. chercher. Alors qu'aujourd'hui, ça sonne dans tous les sens. Hein. Aujourd'hui, même on force à pousser l'activité parce que le passif, Le rentrant, il prend il est énorme. toute Ouais. la place. Ouais. Et c'était quoi pour toi le plus gros défi quand tu as démarré chez Igus sur ce poste de technico-sédentaire Alors, mon plus gros défi à ce moment-là, j'ai toujours ma mentalité d'étudiant. Ce qui fait qu'on est un peu frivole, on est un peu moins carré qu'aujourd'hui. Et donc, c'était la ponctualité. On est une société allemande. Et je m'en rappellerai tout le temps. Pareil, alors, autant le salon il m'avait marqué, mais mes premiers moments au bureau m'ont marqué aussi. J'arrive peut-être la 3e fois. Donc, moi, c'était tous les mercredis, j'étais en stage chez eux. Et même en stage, hein, on me l'a fait comprendre, je suis arrivé 10 minutes en retard. Ce qui était rien. Et c'était le bus qui m'avait planté. Et Thorsten, notre directeur, il vient me voir, il me fait, viens voir. Tu sais, ici, il y a une seule règle. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. C'est, tu peux venir en avance et partir en retard. Pas l'inverse. Depuis ce jour-là, je te jure, je préférais venir en avance. Je préfère venir en avance. Mais sincèrement, elle m'a fait du bien parce que même pour l'école après qui a suivi, ouais. ça m'a donné un cadre. Ça t'a donné une Ça m'a structure. donné un cadre. Comme on dit toujours, tu peux pas arriver en retard, tu peux que partir en retard. Ouais, c'est ça. Donc c'est exactement C'est ça. la même chose. Et aujourd'hui, je l'inculque même maintenant dans les nouveaux que j'intègre dans C'est notre important, équipe. il faut avoir une base. Ouais. Et justement, par rapport à ceux que j'intègre là, il faut savoir que 80% de mes effectifs en interne sont de mon BTS, de mon lycée. Donc, c'est vrai, ça. Ouais. Quand j'ai on fait Ouais. on suit un peu les personnes qui sont dans nos équipes, d'où elles viennent. Elles viennent de. Elles découlent de ce même lycée-là, circuit, ouais. le lycée de Villejunis. Ouais, et j'ai même, toujours la même prof qui m'aide à prendre les Comme stagiaires, quoi, tout ça. c'est toujours important de garder les contacts parce que ça Le permet réseau, de. le réseau est tout super à fait. important. Ouais. Et une anecdote marquante qui te dit bah, je suis au bon endroit chez Igus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, qui t'a dit j'ai trouvé là une société où je peux construire quelque chose, je peux m'épanouir? Ouais. Là, ça va être sur le côté humain. Donc, je venais d'arriver de ma région de province. Je venais finir mon BTS. J'ai mon premier emploi en tant que technico-commercial sédentaire. Donc, tu es d'accord, c'est tout de suite petit salaire. Hein, on ne va pas commencer tout de suite. Il faut bien commencer quelque part. Faut bien commencer quelque part. Et à cette époque-là, moi, je vivais dans le foyer des jeunes travailleurs. Donc, alors pour les gens peuvent dire, ouais, c'est compliqué, tout ça. Moi, c'était les meilleures années de ma vie. Je suis resté un an et demi. J'avais mes amis à moi de la province qui étaient chez nous, enfin qui étaient au foyer. C'était très bien. Sauf que voilà, maintenant après il fallait une stabilité. Et pour une stabilité, bah faut investir dans un appart ou quoi. Donc j'avais ce problème-là qui était les finances. J'avais pas forcément mis de l'argent de côté avec les stages, malgré que je travaillais pendant mon BTS aux mines de Rungis. Tous les week-ends, je travaillais, mais j'avais pas mis de côté parce que voilà, je subvenais aux besoins, on va dire. Journalier, ouais. Voilà. Et à cette époque-là, ma direction m'a dit « Ok, Franck, si tu veux, on peut t'aider, on peut te filer un petit coup de main. C'est crédit 0 €. Ça veut dire ça te revient à rien, on t'avance un peu de fonds. » À l'époque, on parle quoi, peut-être 1 000 €, 1 500 €, mais ça dépanne. Ça dépanne pour quelqu'un qui commence, qui prend un logement. Donc, ça m'a payé un canapé, un lit. Et à partir de ce moment-là, je me rappellerai tout le temps, j'ai appelé mon frère, je me suis dit « J'ai une société qui est humainement vraiment canon. » Qui investit sur toi. Qui a investi sur moi. Ouais. Donc, pendant les 2 ans, ça s'est super bien passé. Ils m'ont proposé le poste. Ça veut dire que je pense que je faisais quand même beaucoup de travail parce que c'est vrai que je m'impliquais énormément, même en tant que stagiaire. Je me rappelle, tu faisais pas mal d'heures. Pour moi, ma mère m'avait inculqué ça. Si tu veux te démarquer, travaille. Il
Il y a que les feignants, en fait, qui veulent rien avoir. Donc voilà, travailler, c'était très important et ça a payé. Et ouais, je te dis, ce petit coup de pouce qui est minime pour une société comme la nôtre, c'était Non, mais c'est minime. le geste. C'est le geste incroyable. Incroyable. Ouais, ça, c'est les points qui sont importants, qui marquent et qui, toi, t'a permis de te poser, de te structurer et te dire, bah, j'ai quand même cette société-là qui croit en moi. Donc, ouais, c'est toujours beaucoup plus motivant. Et même dans toute ma période de vie chez Igus, en fait, finalement, des fois, il y a toujours des hauts et des bas. Et ben, tu t'accroches à ces petites choses. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, il y a un turnover dans n'importe quelle société, il y a des turnovers. Ouais, Aujourd'hui, pourquoi je suis resté chez Igus, c'est parce qu'il y a cet ce aspect côté humain. Ouais. humain. Et des moments clés dans ta progression chez Igus, parce qu'après, voilà, tu as pris de l'expérience en tant que sédentaire. Mais quels sont ces moments clés dans ta progression, dans les promissions que tu as pu avoir ou les projets? Il y en a eu plusieurs. Après, je te dirais, à chaque fois, c'était les prises de risque, dans le sens où, quand j'avais intégré le poste de technico-commercial sédentaire, j'avais mon équipe, j'avais les internes, il y avait toi, il y avait les externes, ma petite équipe, j'étais très bien. Sauf qu'à un moment donné, j'ai pris l'opportunité parce que je tournais avec un gars qui était dans la région centre, que je savais qu'il allait partir, mais je connaissais toutes les contraintes qu'était le technico-commercial itinérant. Un autre Et métier. Hein. un autre métier, et c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et je me suis dit, si je veux progresser chez Igus, qui est comme ça, va falloir que je connaisse un petit peu tous les attraits du métier, donc interne, externe. Et j'ai fait la demande de prendre le poste de technico-commercial itinérant, responsable région centre. Donc je revenais dans la région où j'ai Chez grandi, toi, ouais. où ça faisait peut-être 6 ans que j'avais pas mis les pieds, à Châteauroux par exemple. Et ouais, c'était vraiment un moment assez stressant, dans le sens où je pars à l'aventure, plus du tout de cadre, tu pars sur la route, tu es tout seul, T'es tout seul. Hein. tu es dans ta voiture. J'aime bien dire ça quand il y a les nouveaux arrivants, les sédentaires qui me disent « Ouais, je vais aller sur le terrain » ou quoi. Je dis tout le temps, c'est deux métiers complètement différents. Ici, quand tu as un petit coup de blues, tu as quand même l'aspect de la société. Quand tu es itinérant, T'es tu seul t'es et ta engueulé voiture. avec madame, tu sors, il pleut, il fait froid, ton rendez-vous se plante, ton chiffre d'affaires n'est pas bon, mentalement, faut être solide. Et C'est moi, clair. j'ai toujours pris le secteur région centre comme ma propre société. Ça veut dire que tout ce que je mettais en place, même quand ça n'allait pas, en fait, je me disais, c'est ma boîte, faut qu'elle tourne. Donc, je mettais quand même beaucoup de choses en place. Donc, dans cette évolution-là que tu as eue chez Igus, après être technico-sédentaire, d'être sur la route, quelles sont les compétences ou les qualités que tu as dû aller chercher, trouver pour voilà, faire avancer ta carrière? Je pense que tout le monde te dira, et toi-même, tu pourras me confirmer, c'est ma volonté de toujours avancer, toujours dépasser un petit peu même les objectifs, faire un peu plus chaque jour. Sortir de la zone de confort Sortir à de la chaque zone de fois. confort, mais moi, c'est pratiquement tous les jours. Et quand j'étais itinérant, je me rappellerai tout le temps de ce moment-là. J'avais un certain nombre de clients actifs, mais dans la moyenne de ce qu'on avait en France. Mais je savais qu'on était au tout début d'Igus et je m'étais dit, c'est pas normal, il va falloir que je fasse mieux. Et encore une fois, je prenais ce secteur centre comme ma société. Et je me rappellerai tout le temps de cet investissement sur 1 an où je m'étais donné comme objectif de créer 800 sociétés, rien que dans la région centre. On parle que de la région centre. Donc, tous les soirs, après j'avais fait mes rapports de visite, tout ça, j'attendais que tout le monde dorme chez moi. Et de minuit à 1h du matin, ou des fois 2h du matin, j'allais sur Vérif ou sur Compass. Je regardais toutes les sociétés, ville par ville, zone industrielle par zone industrielle. Est-ce qu'on les connaissait ou connaissait pas? Je faisais des screens, j'envoyais ça à notre télémarketing pour prospection, qui me prennent un rendez-vous. Et sur plus d'1 an, j'essayais de prospecter entre 20 et 50 sociétés par jour, donc tous les soirs. Et sur 1 an, notre service télémarketing a réussi à me créer 800 sociétés dans la base. Je ne les ai pas transformés tous en clients, mais ça m'a permis pendant 2 ans d'avoir des évolutions à 2 chiffres. Et ça m'a valu même... je ne sais même pas si c'était toi ou Thorsten qui m'avait demandé de faire une intervention en séminaire, comme quoi c'est possible. Ouais, je me rappelle, on avait fait une discussion tous les trois. Ouais. Et effectivement, tu avais créé un nombre de sociétés qui étaient vraiment très importantes. Et pour effectivement commencer, c'était alimenter le pipe. Ouais, alimenter le pipe et aussi de montrer
aux autres personnes comment tu travaillais, parce que ça pouvait être intéressant pour eux. Voilà. Partage de la connaissance, donc ça, c'est important. Est-ce que tu te souviens d'un projet qui t'a particulièrement marqué ou qui a été difficile dans Alors, dans cette évolution? dans cette évolution-là, si je prends un point d'entrée avec ta question, c'est pas une difficulté, c'est surtout un défi que j'avais, défi personnel, parce que ce fameux Thomas qui m'avait lâché un peu la région centre, il avait un gros client dans l'aéronautique, je peux pas donner le nom, mais c'était un gros client. Et je lui ai posé la question, on peut faire quoi encore avec ce client? Il m'avait dit, on peut rien faire. Rien faire. Tu sais, genre, il avait tout développé. Et je m'étais dit, non, quand je regardais le site internet, quand je regardais ce qu'il faisait, Tu t'es dit, il y a encore plein il y a d'opportunités. encore plein d'opportunités. Donc, j'y suis allé et quand j'ai vu la structure, le nombre de personnes qui travaillaient au bureau d'études, je me suis dit, non, Il y a de quoi faire. il y a de quoi faire. Donc, pareil que quand j'ai créé les sociétés, j'ai fait la même, vraiment deep, on appelle ça vraiment deep, deeper. Je suis allé dans cette société-là, je m'étais donné pendant 8 mois, pratiquement 1 an, tous les mercredis. J'y allais tous les mercredis et j'y allais pour rencontrer les personnes de tous les bureaux d'études. Je voulais connaître chaque personne de chaque bureau d'études, de chaque développement, parce qu'ils avaient plusieurs entités. Tu voulais tisser ta toile d'araignée au fur et à mesure pour connaître tout le monde et surtout qu'eux, ils te connaissent. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, connaître le responsable bureau d'études, c'est bien, mais pas connaître le fonctionnement et les autres personnes, eux, ils vont juste répondre à un cahier des charges qu'ils vont soumettre au responsable bureau d'études, ils vont valider. Tes produits sont dedans, c'est bien, ils ne sont pas dedans, c'est mort. Et si cette personne part, après, Exactement. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai créé, pareil, peut-être une 60aine ou 80 personnes dans cette société-là. Et à la fin, à terme, j'y allais le mercredi matin, je prenais un rendez-vous, par exemple à 9h, je sortais à 17h. Parce que quand je marchais, « Franck, viens, j'ai un projet. Franck, viens, j'ai un projet. » Et les rendez-vous venaient à toi? Les rendez-vous venaient à moi. J'avais les acheteurs avec qui j'avais une bonne relation. Donc, c'était tout le monde et c'était vraiment bien. Et aujourd'hui, c'est un petit peu descendu avec l'aéronautique, avec le Covid, mais on avait fait pratiquement x10 par rapport à ce qu'on faisait. On avait fait un bond énorme. Donc, c'est là où on voit en fait que même si on dit on connaît nos clients, on les connaît jamais. Très, très bien. Donc, ouais, t'es passé en tant que chef des ventes et après directeur des ventes pour la partie DryTech. Quelle a été pour toi la plus grande réussite? Alors, ma plus grande réussite n'est même pas en fait en tant que directeur des ventes, c'était plutôt en tant que chef des ventes. Lorsque j'étais chef des ventes, donc j'arrive pareil à un certain échelon dans la société où il y avait déjà 3 ou 4 chefs des ventes à l'époque qui fonctionnaient déjà. Et j'avais créé donc le secteur Île-de-France et région centre. J'avais 5 technico-commerciaux. On est monté à un moment donné au plus haut à 7. Et là où j'étais content de moi, c'est dans le sens où on travaillait quand même assez chacun de son côté. En France, quand même, chacun avait ses techniques. Mais il n'y avait pas de séminaire régional. C'est tout bête, hein. Mais moi, j'ai pas voulu avoir cette relation avec mes collègues téléphone ou visio. Quoique même la visio, ça n'existait pas à l'époque. Non, c'était téléphone ou quoi. Et ça, j'aimais pas trop. Donc, j'avais créé cette réunion trimestrielle avec mes gars, ce qui a permis vraiment de créer une équipe vraiment soudée. Et on a relevé des défis mais monstrueux. Et en fait, c'est là où je me suis dit, le travail en collaboration, c'est toujours mieux que le travail en fait de one-one ou quoi que ce soit. Et que ce soit donc en tant que chef des ventes avec cette petite équipe-là, qui a créé en fait un effet papillon, hein, c'est qu'après les autres ont fait. On a commencé à partir de ce moment-là, où les autres équipes aussi, les autres chefs de vente, ont commencé à faire aussi. Maintenant, on est beaucoup plus structuré. Voilà. Parce qu'à l'époque, je faisais ça parce que fallait limiter les coûts. Fallait même pas que j'en mette des coûts. Donc, je faisais ça dans les halls d'hôtels. On se trouve une petite salle où on pouvait à la réception, où c'était un peu spacieux. On faisait nos réunions là. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus structuré. On a des vraies salles de réunion. On fait intervenir des personnes. Mais voilà, ce petit plus. Ouais, c'est important. Ça fait la cohésion d'équipe. Là, on a retracé, de sédentaire directeur des ventes. Comment aujourd'hui tu as évolué dans ton approche de leadership, avec l'expérience que tu as acquise entre le Franck
qui a démarré sédentaire, Il y a, technico sur la route, jusqu'à aujourd'hui. il y a un gap. Il y a un Ouais. gap entre Il y a quelques années l'étudiant. aussi, hein. Ouais, il y a un gap entre l'étudiant et la personne que je suis aujourd'hui. Donc, tu en as parlé dans le premier podcast. Il y a eu quand même pas mal de formations qui nous ont aidés à se développer. Le Processcom qui était incroyablement bien pour nous, pour moi personnellement. Le séjour au TCU, au Mm. Texas Cosmos University. Donc, vraiment pour moi, l'effet wow de comment développer son côté leadership adaptatif. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de lectures. Je me suis mis à lire à partir de 35 ans. Avant 35 ans, ne me parlez pas de Pas de livres. lecture. Je lisais pas. Et c'est en fait au fur et à mesure du temps que je me suis aperçu que l'apprentissage est durant Continuel. toute une vie en fait, et se remettre en question et même ce qu'on sait, le remettre en question et adapter. Il y a 2 livres qui m'ont vraiment marqué. Ces 2 livres-là m'ont fait apprendre d'autres livres. Le premier livre, c'était Libérer votre cerveau de Idrissa Berkane. Mhm. Ce livre-là, il est incroyable avec une seule phrase. On peut la marquer, et je l'ai même mis sur certains réseaux sociaux que j'ai. C'est le flux de connaissances est proportionnel à l'attention multipliée par le temps. Cette phrase-là, elle est monstrueuse. À partir du moment où tu le comprends, cette phrase, donc c'est ce que tu sais, Ouais. c'est par rapport à toute l'attention que tu mets et le temps que tu y mets. Donc c'est l'attention multipliée par le temps. C'est pour ça que les gens des fois ne comprennent pas certains. Par exemple, si on prend le sport, Ouais. pourquoi Cristiano Ronaldo il est fort, c'est parce que lui il a mis beaucoup d'attention et beaucoup de temps, et je dirais même plus que les autres. Ah, Donc c'est il a un clair. flux de connaissances supérieur. Des personnes qui sont dans l'industrie, pourquoi ils sont là où ils en sont, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Si je prends ma personnalité, par exemple pour la région centre, j'ai mis beaucoup d'attention, beaucoup de temps dans quelque chose. Donc ça crée toujours cette petite différence. Et le livre qui est vraiment lié à ça, ces petites choses, c'est le livre L'effet cumulé d'Aren Hardy. C'est toutes ces petites choses que tu fais au quotidien qui se voient pas, mais Mais qui qu'à sont la hyper fin, importants. qui font la différence totale. C'est les Donc, petites choses. Chaque petite chose est importante parce qu'elles exactement. font avancer d'autres. Et c'est des petites choses Et- que personne voit. Mm. Si je prends encore cet exemple-là de prospecter 20, 50 sociétés par jour, personne Ça paraît rien, n'a hein. vu. Mm. Personne l'a vu, ça s'est pas rendu compte. C'est au bout de 2 ans, quand ils ont vu les évolutions à 2 chiffres, pourquoi comment c'est possible? C'est ces petites choses. Et aujourd'hui, le fait de lire beaucoup de livres, j'ai un objectif qui est de lire 6 livres par an, j'y arrive pas, hein, toujours pas, mais j'en lis 3-4, mais ce qui me permet, on va dire, d'adapter mon côté adaptatif, comme tu l'as dit dans ton précédent podcast, c'est s'adapter à chaque personne, à chaque situation, apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, avec toutes ces années que tu as passées chez Igus, qu'est-ce qui différencie Igus selon toi des autres sociétés industrielles que tu as pu voir, connaître? Alors, je vais pas dire qu'on est différent des autres sociétés, parce que chaque société a ses forces et faiblesses. Mm. Maintenant, je dirais que chez Igus, on se remet toujours en question, on essaye d'innover, on se rapproche toujours du but du client. En fait, aujourd'hui, chaque décision qui est prise par Igus, toi, moi, toutes nos équipes, c'est toujours pour améliorer quelque chose chez le client. Ouais, est-ce que ça va apporter quelque Qu'est-ce chose que au ça va client? apporter au Mm. client? Ça, c'est vraiment notre pourquoi. Et c'est vraiment quelque chose de basique, généralement, quand on est dans une société. Mais connaître le pourquoi on vend quelque chose, c'est pas de vendre simplement un produit. Nous, on essaie de vendre une solution pour que le client, on va dire, il s'y retrouve. Donc, augmenter la durée de vie, baisser les coûts, ça, c'est notre ADN. Et la culture de l'innovation, de l'expertise, est-ce que ça, au fil du temps, ça a influé, parce que ça, c'est très présent chez Igus, ça a influé dans ton parcours? Ça influe dans mon parcours dans le sens où Igus n'a jamais arrêté d'innover. Depuis que je suis chez Igus, Tous les ans. on crée peut-être, à l'époque, peut-être une centaine de nouveautés à 200 nouveautés par an. Aujourd'hui, on est arrivé à pratiquement à 2 saisons, collection automne-hiver et printemps-été. Presque deux nouveautés par an. Ouais. 2 gros chapitres de Ouais. nouveautés, à chaque fois entre 200 et 200. Donc, on est pratiquement à 400 nouveautés par an. Donc, ça m'a permis, moi, de voir qu'une société doit s'adapter à son marché, à son besoin. On ne reste pas qu'avec nos produits. On regarde les problématiques des clients. On vient proposer une solution ou un nouveau produit ou un élargissement de gamme. Et ça, moi, personnellement, je l'ai fait pour moi-même dans le sens où si la société évolue, évolue toi aussi.
Ouais, ça, c'est ce que tu dis, c'est très vrai, c'est très marqué chez Igus. On en a un peu parlé lors du premier podcast que l'on a fait, mais aujourd'hui, comment tu décrirais la relation collaborateur Igus? Bah, je pense que les collaborateurs Igus, c'est un peu, comme tu l'as dit dans ton podcast, comme une famille. On se sent vraiment comme une famille. Même si on est maintenant plus de 80 personnes, le fait de travailler en micro-équipe, le fait que, on travaille sur, on va dire, un open space en interne, mais en externe, on se voit assez souvent. Il y a pas ce phénomène de hiérarchie, directeur des ventes ou directeur général. Tout le monde est à peu près sur la même lignée. Donc, Bon, on va le voir, hein, on va bientôt déménager ouais, et on va avoir sur le même plateau tout le monde et on va être au milieu de tous nos collaborateurs parce c'est qu'on ça, va hein. être au cœur Donc de ce qui se passe. on est Ouais. vraiment comme une famille, ouais. Et est-ce qu'il y a une situation ou un rôle déterminant dans une de tes décisions ou sur un projet que tu as dû faire ou prendre? Il y en aurait beaucoup. Je peux prendre quelque chose, qui peut résumer, ça va être surtout, moi, je trouve, le comment Igus traite les réclamations. Heu, Aujourd'hui, tu as vu comment on traite les réclamations, on traite mieux, je trouve, une réclamation que des fois un projet, parce qu'on sait très bien que une réclamation qui est bien traitée, c'est un client, en fait, Que tu gagnes que après? tu gagnes après. Parce Donc, on peut avoir des soucis, quels qu'ils tout le soient, monde peut avoir des soucis. mais si tu réagis tout de suite derrière, que tu mets les choses en place, au moins le client il se dit si j'ai un problème, bah, j'ai quelqu'un C'est ça. avec qui je peux avancer et trouver une solution. Donc voilà, pour moi, ça, ce serait le point, On a vu ton évolution chez Igus. Aujourd'hui, tu es passé directeur général délégué. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? je te cache pas que c'est une petite satisfaction personnelle, hein. C'est un titre avant tout, mais c'est une petite satisfaction personnelle dans le sens où, comme je t'ai dit, je viens de la D'où tu région viens centre. Je viens de et la région centre, je viens d'une ZUP. Les gens souvent ont peur de le dire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Ça fait partie de mon ADN, comme l'ADN d'Igus. Et j'ai grandi avec Igus. Ça m'a permis de grandir. Après, heu, ça reste qu'un titre dans le sens où ça va faire 12 ans que je suis revenu en interne. Quand je suis revenu en interne après être chef des ventes, Mmh. en étant devenu directeur des ventes, j'ai rien changé, on va dire, À ta personnalité, à à ma ta façon de personnalité, à faire. mon Ouais. état d'esprit. On a toujours été dans un système collaboratif et j'ai travaillé avec toi tout de Mmh. suite en binôme. Le binôme a matché direct. Assez On est rapidement, vraiment ouais, le ouais. yin et le yang. J'ai des fois, parfois, des idées un peu folles, tu me calmes direct. Mais je trouve que enfin, depuis le début, depuis mon retour, après, 12 ans, fait que, on a pas mal évolué. Donc, Donc maintenant, heu, tu vas mettre en place, il y a la France, il y a aussi les filiales, dont on parlait dans le premier podcast, sur Igus Maroc, Côte d'Ivoire. Mais là, si on se concentre plus sur Igus Maroc, comment tu veux, retranscrire cette culture, qu'on a mis en place en mmh France, au Maroc? Alors, déjà, on va toujours continuer à travailler en France pour, les clients, on va toujours les servir correctement. On va toujours les aider à optimiser les coûts et après pour Egus Maroc, si on parle de la culture d'entreprise, ça va être assez facile. Aujourd'hui, notre culture d'entreprise, elle n'a pas de frontières. Elle n'a pas, on va dire, de barrières, elle est universelle et aujourd'hui, on va être basé sur le service. Au Maroc, c'est très basé sur le service, que ce soit quand tu vas Mmh. à l'hôtel, les restaurants, c'est vraiment le service. Donc on va peut-être changer quelques petites choses Oui, il va y pour, avoir des petites adaptations, exactement, mais aujourd'hui, l'avantage, on va dire, avec cette culture d'entreprise qui est forte, heu, on a la même, que ce soit en France, au Brésil avec Igus Brésil ou Igus Inc., aux mmh. États-Unis. On a toujours cette même culture, donc ça, c'est un avantage, qu'a réussi à créer Igus, je trouve. C'est vraiment cet ADN. Oui, on va s'adapter aux clients. On va juste s'adapter. Donc c'est pour ça qu'après voilà, c'est la culture, elle va venir d'elle-même, Ouais. sur tout ton parcours que tu as eu, si, tu trouves un Franck Roguier, qui démarre, aujourd'hui, dans une société similaire à Egus, quel conseil tu lui donnerais, heu, pour qu'il puisse progresser, comme tu l'as fait? Je pourrais en faire un podcast, ça aussi, tellement il y a des choses à dire. Mais la première des choses, je dirais, sois curieux, pose des questions.
ne prétend pas tout savoir, parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont cette fâcheuse tendance, et moi à l'époque aussi, hein, on pense savoir tout Mmh. connaître, on pose pas de questions, on va pas chercher midi à 14h les choses. Donc non, non, sois curieux, passionne-toi sur un sujet, essaye d'acquérir les compétences, euh, et après ça va dérouler. Mais sors souvent de ta zone de confort, reste pas sur tes acquis, entoure-toi, aide-toi de tes collaborateurs, souvent ils en savent plus que toi sur certains sujets, donc voilà, collaboratif. On le voit aujourd'hui, hein, même dans nos décisions avec l'expérience que l'on a, toujours poser la question à quelqu'un qui va avoir peut-être une autre vision, une autre approche, qui peut te donner une autre orientation. Donc ouais, je pense que c'est euh, c'est important. Pour finir ce deuxième podcast, quel message tu pourrais donner aux différents industriels qui vont écouter ce deuxième podcast? Je dirais que c'est simplement pour déjà planter le décor. L'idée de ce podcast-là, on en avait discuté. Mm. Pourquoi on l'a créé? C'était vraiment pour discuter un petit peu de l'industrie en général. On travaille sur différents secteurs d'activité, donc on a une expertise sur certains sujets. On travaille avec des grands noms. Donc le but, c'est ici déjà dans les 2 premiers podcasts, c'était on va dire de planter le décor, qui on est, Se présenter, ouais. se présenter. On va inviter ensuite peut-être une personne encore, mais on va surtout après parler d'Igus dans les autres podcasts, et ensuite on invitera des personnes, on va dire des décideurs, des leaders d'opinion sur un sujet. Donc le but, c'est d'aider l'industrie, on va dire en France, avec notre petite contribution du podcast. On le fait déjà dans nos visites, on le fait déjà avec notre site internet, on le fait de différentes manières, mais le but aujourd'hui, voilà, c'était d'aider entre guillemets l'industrie française avec nos composants, avec notre ADN. Et pourquoi je veux faire entendre cette voix-là, donc cette fameuse voix de Mm. l'industrie, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire baisser les coûts de tout type d'industrie à partir du moment où on nous connaît. Il y a encore beaucoup de sociétés ouais. qui ne nous connaissent pas. Donc On a un voilà, gros développement cette encore petite à faire, contribution sous un autre canal, sous une autre Mm. forme, pourquoi pas mais tester. effectivement, de toute façon, l'idée des podcasts qu'on va faire, c'est qu'on va regarder aussi l'industrie, C'est ça. se focaliser sur l'industrie, parler de clients qu'on va pouvoir aussi emmener dans ce podcast-là pour qu'ils nous parlent de De leur industrie à eux, de leur industrie à eux et de leurs voir voilà, problématiques, leurs leurs problématiques défis. qu'ils ont eues. Et c'est surtout voilà, continuer à faire ce partage-là. Je pense que c'est important. Franck, merci pour voilà, on termine ce deuxième podcast. Merci pour ton expérience. J'espère que les gens vont pouvoir apprendre, comprendre aussi un peu plus ce qui est Igus et quelle est notre idée. On va continuer ces podcasts-là vraiment après sur l'accès sur l'industrie, hein, sur l'expérience qu'on a pu avoir dans les différents milieux industriels. Je te remercie et on se dit à bientôt. À bientôt.